Bonjour Michel Lobé-Ewanet. Bonjour Alexia, C'est un plaisir de t'avoir sur le podcast. enchanté, pareil de même, et d'être dans ce plateau avec toi, très content. Alors, tu es ancien rédacteur en chef de Forbes Afrique. Tu as fait tes armes aussi à la BBC. À Londres, tu as dirigé le quotidien camerounais Mutation. Et aujourd'hui, tu conseilles le cheikh Ahmed bin Faisal Al-Qassimi à Dubaï. Mhm. Tu es aussi auteur du livre Être milliardaire en Afrique, qui est en anglais et en français Français, bien. aux éditions Présence africaine. C'est un essai percutant qui interroge notre rapport à la richesse et à ceux qui la bâtissent sur notre continent. Bienvenue dans Au-delà de l'image, le podcast animé par Alexia Ewanet, coach et consultante en personal branding. Alexia s'adresse aux agents du changement et leaders d'opinion, celles et ceux qui souhaitent impacter la société, faire entendre leur voix et défendre publiquement ce qui leur tient à cœur. Prêt à aller au-delà des apparences ? Place à l'épisode du jour. Merci d'être avec nous. On va commencer par une question simple. Comment tu es arrivé au journalisme ? Ça c'est une question importante, et je dis vraiment importante. Comment je suis arrivé au journalisme ? J'avoue que c'est un métier dont je rêvais depuis ma plus tendre enfance. Je devais avoir, je crois, 10 ans, 9-10 ans, quand je rêvais de journaliste. Et déjà à l'époque, je jouais aux journalistes. C'est Je vrai ? jouais aux journalistes, je faisais des reportages, des matchs de foot qu'on jouait entre nous. Je me souviens un peu plus, je crois que j'avais 13 ou 14 ans, au lycée où j'étais, à l'intérieur, à Bomban, au Cameroun. On jouait avec les camarades de classe, avec les autres classes. On faisait une compétition qui était la coupe entre nous. Et j'avais décidé de créer un journal. Ah oui. Et j'ai créé un journal tiré à un exemplaire, en fait. À la main. Voilà, je découpais dans des cahiers Carson, des cahiers de dessin. Oui, les Et donc, je garçons. découpais les photos, je coupais les lettres dans des vrais journaux et je les collais pour faire des titres. Et j'écrivais à la main. Et c'était l'actualité de nous, les jeunes footballeurs. Oui. Et tout le monde était excité quand ça sortait parce qu'on parlait de nous, je parlais de moi, de mes coéquipiers, je racontais les matchs et le journal circulait de classe en classe. D'accord. Et Donc le seul journal là d'un seul exemplaire circulait Voilà. dans tout. Donc c'était une passion que j'avais. Et j'avoue qu'à cette époque, je ne savais pas comment je deviendrais journaliste, mais je savais que je serais journaliste. D'accord. Et une autre histoire, une autre anecdote que j'avais, c'est que j'avais lu, je ne me souviens pas dans quel livre, qu'en Chine, ils avaient des journaux qu'ils appelaient Dazibao. C'était des journaux qui étaient en fait étalés sur le mur. C'était D'accord. des journaux comme des écriteaux muraux. Et j'ai adapté cette forme de journal, au lycée où j'étais. Là, c'était à Bafia. J'ai demandé, je suis allé négocier avec le proviseur, j'ai vu avec le censeur et tout, j'ai parlé. Donc, et on nous a donné un mur. Et j'ai organisé ça, on avait des articles toujours sur le sport, sur Le l'actualité football, du lycée. évidemment. Donc, j'étais vraiment, j'avais cette passion la cheville au corps, si je dis, et elle ne m'a pas lâché jusqu'aujourd'hui. Magnifique. Je ne savais pas toute cette histoire. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Ouais. Et puis, donc, j'ai fait des études de droit d'abord au Cameroun. Après mon bac, j'ai fait 4 années de droit. Je fais du droit public. J'ai fait ce qui est l'équivalent d'une maîtrise de droit public. Oui. Ensuite, je suis allé en France. Je suis venu ici, à Paris, où j'étais à l'université de Paris 2. J'ai fait un 3e cycle de sciences politiques, fait un diplôme d'études approfondies de sciences politiques. Et à ce moment-là, j'ai vraiment pris une décision qui devait orienter ma carrière. Je me suis inscrit, toujours à Paris 2, à l'Institut français de presse. D'accord. Et c'était un choix très clair. Ça signifiait que j'optais définitivement, parce que je m'étais inscrit en thèse. J'ai fait une thèse de doctorat en sciences politiques et tout. Et quand j'ai fait l'IFP,
l'Institut français de presse, je devais faire un stage pour valider mon DES, mon DES. Et j'ai fait un stage à Radio France Internationale. Et Magnifique. de ce stage a commencé à démarrer ma carrière. Donc, Comment le c'était vraiment- stage? Absolument. J'ai fait un stage, je suis resté, j'étais freelance en étant pigiste, mais D'accord. j'ai commencé à faire des reportages. Je suis allé en Afrique, j'organisais moi-même un reportage. Je me souviens qu'un des articles fondateurs de ma carrière, j'avais décidé d'aller au Sénégal et j'avais lu, à l'époque, il y avait la révolution iranienne qui éclatait qui Oui. venait d'éclater, qui avait renversé le Shah. Et j'avais beaucoup de camarades de fac iraniens qui nous sensibilisaient sur ce qui se passait dans leur pays. Ouais. Et en lisant un papier, je ne sais plus dans quel journal, j'ai vu qu'au Sénégal, il y avait un bouillonnement islamiste. Mais c'est un très bon sujet. Et j'ai décidé d'aller au Sénégal pour enquêter sur ce sujet. C'était un sujet audacieux. Je suis allé là, j'ai rencontré des chefs religieux, j'ai rencontré des jeunes militants. Beaucoup de ces gauchistes de l'époque se convertissaient à l'islamisme. Avec un discours islamiste, j'ai rencontré même un jeune qui avait créé une association où ils avaient tout un discours. Et j'ai sorti de ce voyage, je peux dire presque initiatique, un reportage que j'ai proposé à RFI. RFI n'a pas voulu le publier. J'ai dit, bon, je vais le publier dans un grand journal. Et j'ai proposé au Monde diplomatique. Et le Monde diplomatique l'a mis à la une. Wow. Et ça a été vraiment une ouverture pour moi. Et c'était vraiment le premier grand papier, une enquête que j'avais considérée comme exclusive. Et après, je suis rentré, donc tout le monde me consultait. RFI m'a interviewé. Je suis allé ensuite au Nigeria, où j'ai vécu un coup d'État militaire. Et ça m'a permis de m'ouvrir des horizons dans la presse parisienne. Et ensuite, j'ai aussi suivi la succession chaotique au Cameroun entre Paul Biya, Ahidjo, l'ancien président, et Paul Biya, qui a débouché sur un coup d'État, etc. Donc, je suis devenu, si on peut dire, un spécialiste, comme on dit ici en France, un spécialiste de l'Afrique. Un peu mon parcours jusqu'à... Alors, je vais faire un peu le lien entre mon parcours et le livre. Donc, après la France, pendant des années où j'ai travaillé en France, y compris à Jeune Afrique, où j'étais freelance, y compris à Jeune Afrique Économie, et quelque temps aussi, il faut le dire, aussi j'ai été producteur pendant 4 ans à TV5. Oui. TV5, à l'époque, ils avaient lancé un département sur l'Afrique, TV5 Afrique, et j'étais un des premiers journalistes africains à travailler dans ce département. Mais quelques années après, j'ai fait des choses passionnantes pour TV5. J'ai allé sur le terrain, j'ai tourné dans pas mal de pays. Au Togo, j'ai suivi la bataille pour la démocratie au Togo. Oui. J'étais sur le terrain, dans les manifestations, etc. Au Cameroun, j'ai tourné sur les anglophones qui voulaient... Donc, c'était pas encore ce qui se passe aujourd'hui, mais c'était déjà les prémices. Et après ça, je suis entré à la BBC. C'était aussi une très, très belle aventure journalistique. Un des plus grands médias audiovisuels en Europe. Je crois que c'est le plus grand en Europe. Et j'ai travaillé donc pour la radio, ils appellent BBC World Service, le service mondial de la BBC. Et je travaillais, j'ai fait du direct, présentation, j'ai été en reportage, j'ai fait même une série sur la démocratie en Afrique. Pour ne pas tomber dans les détails, je vais raconter une anecdote qui est assez significative de ce que je fais dans la presse. J'étais en Côte d'Ivoire et il y avait une tension politique très forte. Parce qu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelle la l'ivoirité. C'était une crise. En fait, c'était un concept qui avait été lancé par le président Bédié, qui était à l'époque président à l'époque, pour écarter des adversaires politiques qui étaient importants. Donc, l'actuel président Ouattara était
accusé d'être, on le soupçonnait d'être burkinabé. Et donc, le gouvernement a mis en place une loi qui écartait des personnes, des personnalités politiques qui n'étaient pas nées en Côte d'Ivoire et qui donc se prévalaient de la nationalité ivoirienne alors qu'ils avaient notre nationalité. Et ça crée une tension politique et ça crée beaucoup pas seulement des tensions sur le terrain politique, même sur le terrain, il y avait des violences. Des gens qui étaient arrêtés, on leur disait que leur carte d'identité est fausse, etc. En fonction du nom, on pouvait vous exclure. Et je me souviens que j'avais rencontré la femme d'un sous-officier qui devait être le capitaine, qui m'a raconté l'histoire de son mari. Son mari a été, on l'accusait d'être burkinabé et il a été arrêté et emprisonné. Et en plus, évidemment, on a vu complot, etc. Et donc, j'ai dit à la dame, parce que c'est une association qui m'avait mis en contact avec sa dame, j'ai dit, est-ce que je peux rencontrer votre mari? Elle me dit, oui, mais il est en prison. J'ai dit, oui. Et elle me dit, mais comment vous allez faire? Vous ne pouvez pas l'interviewer en prison. J'ai dit, ce qu'on va faire, je vais aller le rencontrer, je vais discuter avec lui, il va me raconter son histoire. Et après, je vais acheter un dictaphone. Et je vais vous donner une série de questions écrites sur papier et vous arranger pour entrer dans la prison avec le dictaphone. Waouh! Elle me dit, ah oui, d'accord, je sais que vous savez, dans les sacs des femmes, il y a souvent un double fond. Je vais mettre le dictaphone dans mon sac. Elle est rentrée en prison. Elle a enregistré. Elle a donné le dictaphone à son mari avec les questions que j'avais posées. Et donc, il a répondu à toutes les questions. Elle est ressortie avec le dictaphone. Et c'était une interview explosive. Explosive, c'était un militaire, il devait passer en procès et tout ça. Il était considéré par le gouvernement comme un putschiste. Et là, je me souviens toujours que la correspondante de BBC à Abidjan m'a dit, Michel, avant qu'on ne publie cette interview, il faut que je quitte le pays, sinon ça va. Parce que moi, j'étais allé en mission. Et je suis retourné à Londres. Et la semaine du procès, la semaine où son procès devait avoir lieu, on a décidé de diffuser, enfin, la direction, la rédaction a décidé de diffuser l'interview 2 jours avant le procès. Et on avait une très forte audience en Côte d'Ivoire. C'était la première audience dans les pays francophones. Ça a fait un carton incroyable, un buzz incroyable. Il n'y avait pas encore les réseaux sociaux comme aujourd'hui. Ça avait fait vraiment du buzz. Et le monsieur a été libéré. Il a été libéré. Et j'avais été très impressionné parce que je ne savais pas que la radio avait une telle puissance. Donc, voilà un peu le genre de choses. Après, donc j'avais marre de l'Europe. Je me disais que non, il faut que je rentre en Afrique. Et des amis me disaient, mais comment tu peux quitter la BBC pour aller au Cameroun? Qu'est-ce que tu vas faire au Cameroun? Et j'ai un ami qui me dit, ah, mais il y a un groupe de presse qui est le premier quotidien privé du Cameroun. C'est un groupe de presse pour qui il y a pas mal de problèmes, mais qui est un challenge. Moi, j'aimerais que tu viennes et que tu prennes le contrôle et tu essaies de les aider à redresser là-bas. C'était un challenge. Moi-même, j'étais sceptique parce que je me disais, ils ne pourront jamais me payer. En réalité, c'est ce qui s'est passé. Moi, j'étais directeur général, je n'arrivais pas à me payer mon salaire, le salaire pour lequel j'avais négocié, très dur. Parce que si je me payais, c'était le salaire de 10 personnes. Ah oui. Donc, c'était compliqué. J'ai eu beaucoup de... Je disais, il faut investir dans le digital. Donc, c'est le quotidien de mutation. Et ça ne s'est pas très bien terminé. Mais j'ai compris, ça m'a permis de comprendre un peu ce qu'est la presse au Cameroun. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que pendant que j'étais à un moment en train de me dire non, je ne peux pas continuer dans cette aventure, qu'est-ce que je vais faire? Je commençais à me dire, j'ai beaucoup d'amis, d'anciens collègues de la BBC qui étaient aux Nations Unies, d'autres qui étaient dans des missions de l'ONU, en RDC, ou d'autres qui allaient faire la com pour la Banque africaine de développement, tout ça. Je commençais à envoyer mon CV, tout ça. Et j'ai un contact, un ami américain que j'avais connu à Londres,
qui travaillait pour Forbes. D'accord. Il me dit, hey, Michel, what are you doing? Come on, you should work with us. Have you got something for me? Est-ce que vous avez quelque chose pour moi? Il dit que, et ça tombe très bien, Forbes a lancé 2 éditions sur l'Afrique, une édition en anglais et une édition en français. Et je pense que tu pourrais travailler pour l'édition. Je lui dis, great, envoie-moi ton CV. Et il me dit, il faut qu'on se voit à Londres. Il me donne rendez-vous à Londres. Quand j'arrive là, il avait une pile de journaux, des éditions de Forbes du monde entier. C'est là où j'ai découvert qu'il y avait Forbes, il y avait des éditions du Proche-Orient, éditions en portugais, éditions en arabe et tout. Il me dit, go through, grand. Regarde ça. Regarde comment les journaux sont constitués, l'édition américaine et toutes les autres, et tu fais un projet pour l'édition en français qu'on va lancer pour l'Afrique. C'est vraiment au lancement. Exactement. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai été recruté sans qu'il y ait eu un appel à recrutement, sans qu'on dise un board. Le monsieur, Paul Trustful, il a assumé que ce serait moi le rédacteur en chef. Et il a dit, I will be the editor-in-chief and will work with me. Et il m'a présenté au conseil d'administration. J'ai rencontré le boss, c'est-à-dire le président, celui qui a acheté c'est parce que c'est une franchise. D'accord. J'ai rencontré le représentant de Forbes. Parce que Forbes envoie, pour le début, ils envoient toujours quelqu'un qui donc doit initier, pour les expliquer comment ça fonctionne et tout. Et il y avait même le vice-président de Forbes qui était un membre de la famille Forbes. Et comment ça se passe? Ça se passe pas à New York, pas à Paris, mais ça se passe à Brazzaville. Parce que M. Ebata, c'est-à-dire que Lucien Ebata, qui donc était qui a acheté la franchise et le patron du groupe, il est d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, il préparait le lancement, mais il voulait savoir avec qui il va travailler. Oui. Et Paul dit, I got an editor for you, Michel Lobé-Wane. Donc, Michel Lobé, je te dis. Et quand j'arrive à Brazzaville, tout le monde me regarde bizarrement. J'ai un conseiller de M. Bata qui me dit, mais c'est vous le Michel Lobé-Wane dont Mouton nous a parlé comme si c'était un mouton sympathique. Et que, en fait, Paul Trostful avait fait une telle publicité de moi qu'on se disait que mais ce gars, il est exceptionnel et tout. je dis que ce n'est que moi, je sais. Et donc, il fallait que je me présente devant le conseil d'administration, comme il y avait des Américains, tout ça, c'était en anglais et tout. Et donc, on m'a dit, vous avez une demi-heure à 45 minutes pour présenter votre projet pour l'Afrique, de Forbes Afrique. Et c'est comme ça que j'étais recruté. Et donc, j'ai découvert un horizon journalistique tout à fait nouveau, tout à fait différent. Parce que Forbes, c'est quoi? Forbes, c'est un magazine qui traite de l'actualité économique et financière. Mais à la différence de tous les autres magazines, la perspective de Forbes, c'est à travers les acteurs. Voilà, ils racontent à travers. C'est pour ça qu'ils ont créé le classement des personnalités les plus riches, les milliardaires et tout. Donc, l'histoire... Bon, j'ai lu Fortune, j'ai lu des journaux comme Capital, comme, je sais pas moi, le Financial Times en Grande-Bretagne. Ils parlent de l'économie. Mais Forbes parle de l'économie d'une manière totalement différente. Raconte l'économie à travers ces acteurs-là, ce qu'ils font, comment ils innovent, comment ils transforment et comment ils impactent. Et ils vont Forbes va jusqu'à indiquer que c'est vrai que l'économie, ou en tout cas la prospérité des nations, ce ne sont pas que des milliardaires. En réalité, ce sont des entreprises, y compris les PME. Y compris les PME. Dans tous les pays où il y a une prospérité, c'est les PME. Mais les moteurs de la croissance, les moteurs de la prospérité, ceux qui ont construit et orienté l'économie dans toutes les révolutions, quelle que soit la révolution industrielle, avec les Carnegie, les Ford, etc. Et aujourd'hui, la révolution digitale, avec des gens comme Bill Gates, comme Zuckerberg et tout. Tous ces gens-là, ils ont commencé
souvent, comme ils étaient des jeunes étudiants inspirés, brillants, souvent pas forcément très bons à l'école, hein, mais dans ce qu'ils avaient comme projet, ils avaient une vision, Ouais. ils avaient une inspiration, ils avaient une projection, et ça a transformé chaque fois la réalité quotidienne des gens. Lorsque Bill Gates crée cette révolution qui a fait que aujourd'hui tout le monde travaille sur les ordinateurs, c'est un peu, lui-même l'a dit, la même révolution que lorsqu'on a inventé l'écriture. Mm. Avant l'écriture, personne ne lisait. Par exemple, la Bible, il n'y a que les moines et quelques personnes comme ça qui avaient accès à la Bible. Lorsque l'invention de l'écriture arrive, c'est une révolution. Ça démocratise l'accès au savoir. Et la même révolution, pratiquement, on peut comparer, hein, toute proportion gardée, intervient lorsque Bill Gates fait son Microsoft et tout, etc. Moi, je découvre cet univers et j'ai la responsabilité, parmi j'allais dire les figures imposées pour Forbes, de faire un classement sur les personnalités les plus riches de notre zone, l'Afrique francophone, comme les anglophones le font, comme Forbes Brésil le font, comme Forbes Russie le font, Forbes China le font. Et c'est là que j'avoue que c'était un exercice qui n'était pas du tout évident, qui n'était pas tout facile, parce qu'en Afrique, et en particulier en Afrique francophone, les gens cachent leur richesse. D'accord. Ils n'assument pas leur richesse. Oui. Aux États-Unis, c'est évident que les gens, non seulement ils affichent, mais non seulement ils affichent, ils s'affichent, mais ils donnent le chiffre. Il n'y a pas de tabou. En plus, il y a le fait que il y a la bourse. Donc, la transparence est obligée. Ouais, Il n'y a pas de choix. Total. Bon, en Afrique francophone, c'est tellement compliqué. Personne ne veut assumer. Les gens sont riches. Ici, ça fascine. Mais personne ne sait il est riche de combien. Et donc, c'est l'enquête que nous devions mener. Cette enquête a été extrêmement difficile, mais grâce au conseil d'un ami banquier, j'ai dit, oui, on va enquêter, on va voir les résultats des individus. Vous savez combien déclarent leurs résultats, combien ressentent leur compte à la fin de l'exercice, même si ils sont obligés de le faire légalement. En plus, quand ils le font, ils déclarent en dessous pour payer moins d'impôts. Par contre, quand ils vont voir le banquier, quand ils viennent nous voir, ils déclarent plus. Oui, pour montrer que... Il me dit, voilà, moi, ce que je te conseille, crée un comité qui serait un comité de gens qui acceptent de partager l'information dans la confidentialité et l'anonymat. D'accord. Et parmi ces gens-là, il y a des banquiers, il y a des avocats d'affaires, il y a des responsables, des gens qui font, des commissaires aux comptes, gens qui font à la fin de l'exercice, font des comptes. Il y a surtout des gens qui connaissent parce qu'ils sont en contact avec, ça peut être des intermédiaires, tout ça. Et c'est comme ça qu'on a constitué. Et j'ai pu, en réalité, entrer dans cet univers, enquêter. La première édition qu'on a faite, on a assumé qu'on ne les interrogerait pas. Parce que si on allait les voir, ils allaient nous menacer. Si vous publiez des informations sur moi, je vous poursuis. D'ailleurs, il y a même un qui a menacé de nous poursuivre comme ça. Et donc, on a fait cette enquête. Et moi, j'assume que les informations qu'on a données sur les fortunes sur lesquelles on a enquêté, elles sont partielles. Elles ne sont pas exhaustives. C'est tellement difficile. C'est comme on dit, on a réussi à voir un bout de l'iceberg. Oui. Mais en réalité, mais néanmoins, on a pu bousculer quelques habitudes parce qu'il y a beaucoup de milliardaires qui se sont retrouvés dans le classement de Forbes Afrique. Certains étaient surpris, d'autres étaient un peu gênés, mais la plupart étaient très fiers d'eux-mêmes parce qu'on les appelait « Ah, félicitations, j'ai vu ton nom et tout ça ». Et ça m'a permis de nouer des relations avec un certain nombre de ces milliardaires.
j'en ai interviewé pas mal, j'en ai rencontré pas mal, et c'est ce qui m'a permis d'écrire ce livre, qui m'a permis vraiment d'écrire. Parce que dans ce livre, il n'y a que des milliardaires que j'ai rencontrés. Oui, c'est Tous pas ceux que des... C'est Voilà. vraiment des interviews, des recherches. Oui, oui. Voilà, que j'ai enquêté, j'ai rencontré souvent. Je prends un exemple. Il y a un milliardaire que j'aime bien qui était à l'époque le plus jeune milliardaire, puisque lui était classé dans le top 400 des milliardaires de Forbes, de Ok, l'édition oui, Forbes. Ah, parce qu'il fallait au moins être milliardaire en dollars. en dollars, oui. Et lui, il s'appelle Mohamed Deji, c'est un héritier. Son père est un grand commerçant qui a développé des activités. Il importait tout, il revendait. Mais il n'était pas du tout dans l'industrie. Et il a envoyé son fils dans les meilleures écoles. Mohamed Deji a été à Harvard, entre autres. Et donc, quand il est rentré, et qu'il a pris possession du groupe et que son père lui a dit, Mana, c'est ton temps qui est venu. Lui, il a raisonné très simplement. Il a dit que oui, nous avons tous ces produits. Il va falloir qu'on les fabrique localement. Je prends, mais il importait tout. Le coton, je prends depuis le coca, depuis les savons, depuis les bicyclettes, les motos, pratiquement tout. Parce que tu rentres dans un supermarché, il y a tout, on le voit en Afrique, tout importé. Et lui, il a fait le pari de fabriquer localement. Ah, wow. De transformer ce qui a transformé le coton, transformer le jus, et donc importer, par exemple, de conditionner le riz, conditionner, je demande. Et donc, dans cette transformation-là, il est passé, le chiffre de son père faisait 60 millions de dollars de chiffre d'affaires par an. Lui, il est passé à plus d'1 milliard de dollars. Wow. Avec ce changement. En 15 ans, voilà, changement. Wow. Et puis, donc, il m'a reçu là-bas, il m'a fait visiter, j'ai fait le tour de quelques-unes de ses usines, dans une longue discussion et tout ça. Un autre qui m'a aussi beaucoup impressionné, c'est l'un des plus médiatiques, c'est le Nigérian Tony Elumelu. Oui, il prend beaucoup la parole. Voilà. Donc lui, je l'ai rencontré la première fois, c'était un forum organisé par Forbes, justement, à Brazzaville. Et il venait avec la théorie que j'ai trouvée très séduisante de l'africapitalisme. L'africapitalisme. Il a trouvé un milliardaire, un homme d'affaires qui rentre dans la théorie de l'économie. Bon, c'était pas vraiment un théoricien, c'était pas un philosophe, mais c'était bien pensé dans le sens où il disait ce n'est pas aux États, ce n'est pas au gouvernement de créer la prospérité. Le gouvernement doit créer les conditions. Sur le plan fiscal, sur le plan sur le plan des avantages, au niveau de la recherche, sur le plan de la formation pour qu'il y ait des jeunes qui... Mais c'est la responsabilité des entreprises. Et il dit justement, l'Afrique a qu'il faut que les entreprises africaines, que les grands patrons, les patrons africains prennent et assument cette responsabilité de construire la prospérité. À construire la prospérité, c'est-à-dire, c'est créer des emplois. Oui. C'est redistribuer la richesse, c'est quoi? C'est créer des emplois. Là où les jeunes sont au chômage, vous créez une usine qui va employer 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes, 1000 personnes. Vous redistribuez la richesse. Oui, c'était ça. Et donc, c'était un raisonnement. Et c'est un banquier, c'est un homme d'affaires. Voilà. Et puis, il est aussi dans un groupe diversifié. Il a beaucoup d'activités dans différents domaines. Donc, cet univers-là m'a véritablement fasciné. Comment dirais-je? Moi, je ne suis pas un économiste ou un financier. Je ne suis pas un spécialiste de ces choses. Par contre, l'aventure humaine, ce sont les aventures humaines que j'ai trouvées passionnantes. Les aventures humaines, c'est comment quelqu'un qui était un simple, je ne sais pas moi, je dis n'importe quoi, il travaillait dans un cadre, dans une entreprise. Et un jour, il décide, parce qu'il a l'idée dans la tête, parce qu'il a la conviction, parce qu'il a compris qu'il y a un marché, parce qu'il a compris qu'il y a un créneau,
il décide de se lancer. Et il y a d'autres exemples. Un des exemples que j'ai vraiment vécu de près, c'est celui de l'homme d'affaires camerounais Dampulo. Dampulo, lui, d'ailleurs, quand on a fait les enquêtes sur lui, moi, je ne le connaissais pas. J'avais entendu parler de lui, mais je ne savais pas ce qu'il faisait. C'est pas suffisant. Et donc, quand j'ai discuté avec le banquier, qui était notre informateur, le banquier nous a reçus, un collègue et moi. Nous, on avait fait une préliste. La préliste des gens qui sont riches par la notoriété. C'est que tel est riche, tel est riche, mais on ne sait pas combien il pèse, on ne sait pas très bien son groupe est de quoi. Bon, on dit qu'il y a des commerçants, l'autre qui est dans l'hôtellerie, tel autre. Mais on sait qu'il y a un impact. Donc, on présente notre préliste, on avait, je crois, 10 ou 15 personnes au banquier. Le banquier regarde la liste. La première chose, il dit, dans votre liste, là, il me demande quelle est la limite que vous avez fixée pour que ces hommes d'affaires soient éligibles. Ça dit que s'ils puissent rentrer dans le Oui, c'est le quoi classement. les critères, en fait? On a dit, donc, il faut qu'ils aient au moins 200 milliards de francs CFA. C'est 100 milliards. Il dit, OK. Il regarde dans la liste, il dit, dans votre liste, déjà, il y a un nom qui manque. Et si c'est 200 milliards, dans ma propre banque, je ne parle pas des autres, en dépôt, il pèse 70 milliards. En dépôt, on ne parle pas des actifs immobiliers, on ne parle pas de ses actions ici et là. Et je ne sais pas dans les autres banques. Et c'est sûr que dans les autres banques, il doit avoir au moins autant. Bon, il donne le nom ici, on rajoute dedans. Ensuite, dans la liste, je vois Dampulo. Il dit Dampulo, c'est certainement, probablement l'un des plus riches. Je dis, mais moi, je ne vois pas très bien ce qu'il a ici au Cameroun. Il dit que justement, sa fortune, l'essentiel de sa fortune est hors du Cameroun, à l'étranger. Et il le dit, il a un patrimoine immobilier extrêmement important en Afrique du Sud. Et il prend son téléphone, il appelle, il dit, je vais appeler un monsieur qui est son homme à tout faire. Et ils ont dit que c'est lui qui tient la caisse. Il appelle le monsieur et il lui demande... Est-ce que vous pouvez me rappeler quels sont les tours qu'il a en Afrique du Sud? Et le monsieur, il dit, oui, à Johannesburg, il a tant. Il donne les noms, tout ça. À Cape Town, il a ça. À Elizabethville, il a ça, etc. En plus, il a des shopping malls. Tu vois, c'est quoi les shopping malls? Les grands centres commerciaux. Il en a plein, tout ça. Il dit, moi, je vous parle d'Afrique du Sud, mais il a aussi plein de biens au Nigeria. Et donc, grâce à cette opération-là, il nous a permis de faire une évaluation. Et quelque temps après, quand le journal est sorti, il y a un de mes amis qui me dit, je vais te faire rencontrer quelqu'un. Il me dit, c'est une surprise, je ne te dirai pas qui, mais quand tu... Et il m'amène dans le bureau de ce monsieur. Et en fait, c'est une personnalité, c'est un magistrat qui occupait une grande fonction. Et le monsieur me dit, mais Michel, ça fait longtemps. Et il me reconnaît. Enfin, moi, je ne l'avais même pas reconnu. C'est un ancien camarade de fac. Il me dit, félicitations pour ton magazine. Il ouvre son tiroir et il sort le magazine de Forbes. Il dit, tu sais ce monsieur que vous avez mis à la une? Je dis oui. C'est Dampulo. Il me dit, c'est mon ami. Je lui dis, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais rencontré. Je lui dis, mais comment est-ce que tu as fait? Tu ne le connais pas, tu ne l'as pas rencontré. Comment tu as fait pour avoir toutes ces informations sur lui? Je lui dis, on a enquêté. Il dit, de toute façon, il faut que tu le rencontres. Il appelle le monsieur, il prend son téléphone, il appelle Dampulo. Il dit, Elhadj, tu sais qui est dans mon bureau actuellement? J'allais dire que non. Il dit, je suis actuellement avec le rédacteur en chef de Forbes. Il ne dit pas Forbes, la fille de Forbes. Et Dampulo qui dit de l'autre côté, moi je sais que Forbes c'est aux États-Unis. Qu'est-ce que Forbes vient chercher ici au Cameroun? Il dit, c'est mon ami, c'est mon camarade de fac, il faut que tu le rencontres.
Il dit, venez, 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 je vous attends ce soir à la maison. Et c'est comme ça que je rencontre Dampulo. Donc, il m'invite d'abord à Ndawara. Ndawara, c'est son village dans la zone anglophone. C'est là où je découvre qu'il a d'immenses plantations de thé. D'accord. Il a une usine de thé qui transforme même. Il y a plusieurs usines de thé, mais il a plus de 5000 hectares Wow. de plantations de thé. Et donc, il exporte. Il a une minoterie à Douala. Et il me dit, de toute façon, ce que vous avez mis dans le journal, c'est vrai, mais c'est incomplet. Ah. Je vais vous inviter en Afrique du Sud et vous allez voir vous-même. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'immense patrimoine qu'il a un peu partout. Et en fait, toutes ces histoires-là, à un moment, je me suis dit, il y a des histoires tellement... Parce que lui, c'était un camionneur. Ah oui, il vient de rien, c'est pas un il n'était héritier. même pas le camionneur, c'était on appelait ça le motor boy, c'est-à-dire c'était l'aide du camionneur. Il a commencé comme ça. Après, il a commencé à faire du commerce, il vendait il importait. Il a eu une lance, parce que les gens, les nordistes là au Cameroun, ils ont eu à un moment, on leur a donné beaucoup de licences pour pouvoir importer. Il a fait dans l'import-export, il a commencé à gagner de l'argent. Et puis, il y a un ministre nordiste qui lui a accordé qui lui a permis d'accorder, de recevoir un crédit important. D'accord. Et il a commencé à développer ses affaires. Et après, lui-même me raconte qu'il allait en Afrique du Sud. C'était au moment où il y avait encore mais c'était un tournant parce que le régime de l'apartheid était sur le point de basculer. C'était une période où Nelson Mandela était sorti de prison. Il n'était pas encore président, mais il y avait les négociations et les Blancs qui étaient vraiment le cœur de l'apartheid et tout, ils avaient peur, ils se disaient qu'il y aura le chaos et tout ça. Ils revendaient en se précipitant, tout ça. Et lui, il a racheté pour presque rien des shopping malls, des tours. Il avait des tours de 35 étages. Il n'a pas payé cash. Et il me raconte comment il est arrivé là-bas. Et un de ses amis blancs, avec on est en Suisse, il a dit, viens, il y a des affaires à faire ici. Et c'est comme ça qu'il a constitué son patrimoine. Et donc, moi, je me suis dit, vraiment, ce serait bien de raconter. Les histoires sont diverses. Il y a une autre histoire, et je la raconte avec quand même un peu d'émotion parce que c'est un couple. La femme, c'est la fille de l'ancien président, l'ex-président d'Angola, Isabel dos Santos. Et elle était classée comme la femme la plus riche d'Afrique. Wow. Et son mari, Syndicat Dokolo, lui, donc, c'était un jeune collectionneur d'art africain. Ils étaient un couple qui se lançait dans les affaires. Et Isabel dos Santos, elle s'est enrichie comment? Elle s'est enrichie en ayant, comment dirais-je, dans sa position, des avantages que la position de son père lui offrait. D'accord. Donc, avec son mari, ils ont construit un véritable patrimoine de ça. Et en réalité, ils ont été favorisés. Mais elle a été très smart. Elle a été très intelligente. Avec son mari, ils ont développé ils avaient... L'Angola, c'est un pays riche en diamants, riche en pétrole, riche dans d'autres matières premières. Et donc, ils étaient dans tous ces secteurs-là. Et beaucoup de décisions étaient prises les concernant sur comment ils allaient avoir 10% ou 15% de part en conseil des ministres. Bon, ils se sont enrichis comme ça, mais Forbes a fait une enquête dans laquelle Forbes, l'édition américaine, pas l'édition africaine, dans laquelle ils ont expliqué comment Isabel dos Santos est devenue riche. Et moi, j'avais décidé, et ça n'avait rien à voir avec leur fortune, j'avais décidé de faire une enquête sur le business de l'art africain. Et en enquêtant, je me suis rendu compte, tout le monde disait que Syndicat, le mari d'Isabelle, était le plus grand collectionneur. C'est-à-dire que la plus grande collection d'art africain, c'était lui. Effectivement, c'était un mec
qui était très passionné par lui. Il achetait les pièces. Et puis, il essayait aussi, à un moment, il s'est lancé dans un combat pour récupérer les pièces qui étaient achetées ou qui avaient été pillées La pendant la colonisation. colonisation. Ouais. Et j'ai négocié pour avoir une interview avec lui. Il a donné son accord, sauf que il avait fait une restriction. Il ne voulait pas qu'on parle de l'autre côté de ses affaires. Hmm, Il voulait juste qu'on parle de cette partie-là, la partie concernant son rapport avec l'art africain. Il m'a reçu, j'étais à Porto, au Portugal. On est resté longtemps. Il s'est vraiment livré à moi. Il m'a parlé de sa vie. Il m'a parlé même de sa relation avec... il a rencontré sa femme. Parce que son père lui-même était un homme d'affaires. Hmm, Lui, il est congolais. d'accord. Congolais, à l'époque, c'est le Zaïre. Hmm, Et son père avait créé la première banque du Congo. À l'époque, c'était la première banque. Il avait appelé la banque du Zaïre. Et entre-temps, il y a eu le basculement qui a entraîné la chute de Mobutu. hmm. Et il a été dépossédé de tous ses biens, le père de Syndicat. Et Syndicat, lui, alors, quelque temps après, son père, et lui, il s'est enfui. Je devais aller au Brésil. J'avais décidé d'aller au Brésil et arriver en Angola où je devais faire la correspondance pour Brasilia. Il y a eu l'avion n'était pas là. Il y a eu un ensemble de choses qui ont fait que j'ai dû rester en Angola, j'ai dû rester à Luanda pendant plusieurs semaines. Ah oui. Et finalement, j'ai décidé d'y rester. Ah oui. Et je ne suis plus jamais allé. Et quelques temps après, j'ai rencontré celle qui est devenue ma femme, la fille du président. Et tu vois un peu comment leur destin basculait. Et la fille du président. Et donc, ils deviennent ensemble milliardaires. Et l'histoire se termine lorsque le président de Santos décide de quitter le pouvoir. Le nouveau président lance une enquête, comment on appelle ça? Il lance toute une grosse enquête pour remettre de l'ordre, dire qu'il y avait eu beaucoup de favoritisme et tout. Oui. Et cette enquête tombe sur le couple de Santos et Syndicat. Et ils sont accusés d'avoir détourné la fortune du pays, d'avoir fait des affaires sur le dos du pays, de ne pas payer des impôts. Le système politique commence à déconstruire le groupe créé par le couple. Wow. Et c'est ça un peu la réalité d'être riche en Afrique, être milliardaire en Afrique. Vous pouvez avoir le soutien du pouvoir et monter, ce qui était le cas. Vous pouvez être combattu par le pouvoir et s'écrouler. Et c'était le cas de cette histoire particulière. Il faisait la plongée sous-marine, tout ça. Il fait un accident. Et je l'avais eu au téléphone 1 mois avant sa mort. Comme il y avait l'affaire qui avait éclaté, c'était dans la presse et tout. Et j'étais déjà en train d'écrire mon livre. Je voulais un peu actualiser ce que j'avais dit sur lui et sa femme. Le portrait, c'est sur lui. Et il me dit, parce qu'on avait parlé, on avait même envisagé de faire un documentaire et tout sur son itinéraire. Il me dit là, je suis dans une situation très difficile. Je dois me concentrer d'abord pour me défendre. Et quelques semaines après, il meurt. Et j'ai actualisé ma partie de ce livre-là en introduisant tout cet aspect. Je vais revenir sur sa mort. La morale de cette histoire, c'est que être riche en Afrique, c'est une aventure très complexe, où tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Oui, où aussi, je le dis dans le livre, il y a beaucoup de fortunes qui n'ont rien à voir avec les affaires, qui sont directement liées aux politiques. Des hommes politiques, des ministres, des chefs d'État ou des membres de leur famille qui deviennent du jour au lendemain des milliardaires, tout simplement parce qu'ils se sont servis sur les deniers publics. Ils ont profité de commissions sur des grosses affaires où l'État est impliqué. Ils se sont enrichis au détriment de leur pays.
En fait, c'est ça un peu la réalité. Mais au milieu de tout ça, il y a une véritable émergence aussi d'hommes d'affaires aujourd'hui qui sont plus, j'allais dire, euh, conformes à ce qu'on voit dans d'autres zones du monde, comme aux États-Unis. Le bon exemple, c'est le Nigeria. Mm. Le bon exemple, en tout cas dans les pays en Afrique au Sud-Sahara, c'est le Nigeria, où il y a une vraie classe d'hommes d'affaires qui ont compris, j'allais dire, qui ont compris les règles du capitalisme et qui se sont euh, positionnés et sont en train de transformer la réalité de leur pays, au point que beaucoup de gens pensent que d'ici 50 ans, le Nigeria sera une grande puissance économique. Une grande puissance économique construite Oui. par le travail des hommes d'affaires, par les chefs d'entreprise, aussi bien ceux qui sont aujourd'hui des jeunes start-upers qui créent, qui sont dans l'univers du digital et qui commencent à créer la révolution. Bon, on en trouve un peu partout, mais dans les pays anglophones, ça commence à émerger. Et c'est pour ça que moi, je me suis penché, et ça m'a beaucoup passionné de me pencher sur cette question de La la richesse. création de la fortune. Et j'allais ajouter une chose, c'est que dans des pays qui sont devenus des grandes nations prospères, comme les États-Unis, on a vu, c'est des milliardaires qui ont contribué à cette prospérité. On voit aussi comment la Chine, qui était un pays communiste, qui était un pays où c'est l'État qui régentait tout. Aujourd'hui, c'est le secteur privé qui a pris le contrôle. C'est les milliardaires chinois qui sont en train de transformer la réalité et qui vont faire de la Chine la première puissance, comme si elle ne l'est déjà pas aujourd'hui. Donc, c'est une question importante. Les Africains doivent aussi se questionner. Et comment on va construire la prospérité du continent? Qui va construire la prospérité du continent? C'est cette question que je me suis posée, que j'essaie de me poser en écrivant ce livre. C'est que ce n'est pas les aides des institutions internationales, de la Banque mondiale et tout qui vont éliminer la pauvreté. Si c'était vrai, la pauvreté n'existait plus. C'est parce que des milliards et des milliards qui ont été dépensés pour lutter contre la pauvreté, mais elle n'a toujours pas disparu en Afrique. Il faut peut-être qu'on pense à donner plus de place, à favoriser l'émergence, y compris des jeunes générations qui de plus en plus sont en train d'investir et qui continuent à croire. Malgré le fait qu'on dit que oui, ils s'exilent, ils s'en vont. Mais moi, je dis, même l'immigration, c'est un pari sur l'avenir de l'Afrique. Bien sûr, les diasporas. La diaspora. À partir du moment où la diaspora peut contribuer à faire progresser le pays qu'ils ont laissé. Moi, j'ai lu il y a une semaine ou un peu moins, un peu plus, j'ai lu un papier qui m'a véritablement surpris sur comment la diaspora nigériane, justement parler du Nigeria, comment la diaspora nigériane aux États-Unis est en train de créer des fortunes. Ils ont fait même un top, je crois que c'est un magazine, je n'ai pas le nom en tête là, mais ils ont raconté des itinéraires d'une dizaine de milliardaires nigérians de la diaspora qui ont émergé ces 10 dernières années. Oui, c'est très récent. C'est impressionnant. Et en même temps, tous ces milliardaires, ils ont un plan pour le Nigeria. Il y a un pont avec leur pays. Et ça fait en sorte que aux États-Unis, notamment, mais en tout cas, dans le monde, on regarde plus le Nigeria comme un pays où il y avait la confusion, le désordre, la corruption, les coups d'État, parce que ça a été ça pendant des décennies. Oui. Mais c'est un pays qui est en train d'émerger véritablement et qui sera, dans très peu d'années, un pays émergent, comme on considère le Brésil comme un pays émergent, comme on considère Singapour ou la Malaisie, les dragons asiatiques, là. Donc, et c'est important de comprendre ça, que la richesse n'est pas
Comme en Afrique, on dit que oui, quand vous êtes riche, il faut se cacher parce que ce sont des gens qui vont dormir avec les sorciers, qui ont des pratiques malsaines. C'est un peu l'idée souvent qu'on a de la richesse en Oui. Afrique. Mais en réalité, la prospérité des nations se construit Mm. de cette façon. C'est-à-dire que plus il y aura des industriels, des hommes d'affaires qui soient soit des banquiers, soit des gens dans l'assurance, soit dans le digital, dans les télécoms et tout, qui construisent des entreprises avec des règles de gestion moderne qui créent des emplois, qui recrutent les jeunes qui sortent du système Scolaire. universitaire, qui redistribuent donc la richesse. Plus on va arriver, on va construire ce type de système, je pense qu'on va avancer. Et c'est ce que tu Oui. as voulu inspirer avec ton livre. Ah oui, Et de absolument. raconter ces histoires, de montrer qu'il n'y a pas une seule manière milliardaire ou d'avoir de Absolument. l'impact. Oui, exactement. Il y a des parcours tellement différents. Et il y a un monsieur que j'ai rencontré qui a... son parcours est tellement... comment dirais-je, a été fait de haut et de bas. Et bon, il est mort l'année dernière. C'est un monsieur âgé. Et lui, il a commencé très bas. Il était aussi, il était même, je ne parle pas un fonctionnaire, mais il travaillait dans une petite boîte. Et il a commencé à faire du commerce des cigarettes. Il D'accord. commercialisait les cigarettes. Il vendait les cigarettes. Et après, il est devenu le roi des cigarettes. Mais son aventure était faite de tellement de rebondissements. À un moment, il a dû fuir le Rwanda parce qu'il y avait les tueries dans les années conflits, oui. 60. C'était avant les tueries de 94. Ah oui, encore Donc, années 60, oui. et donc, il a commencé son aventure véritablement au Burundi voisin. Et lorsqu'il s'est lancé dans cette aventure-là de fabriquer des cigarettes et qu'il commençait à être... déjà, avant même les cigarettes, c'était le commerce du sel. Il s'est enrichi et ensuite il est entré dans la cigarette. Il a eu maille à partir avec le gouvernement. Et comment ça s'est passé? C'est qu'il y a eu un coup d'État parce que lui, il avait bénéficié du soutien du président qui était en place et le président a été renversé. Ah oui. Il y a un coup d'État. Et du coup, le nouveau pouvoir militaire qui est arrivé en place le soupçonnait de collusion avec l'ancien chef d'État, disant que oui, il veut le faire revenir parce qu'il a l'argent, il finance et tout. Et donc, ils l'ont arrêté, ils l'ont emprisonné et ils ont pris son usine. Ils ont pris son usine. Bon, lui, il dit que ils ont pris le contrôle de mon usine. Bon, ils ont quand même gardé le directeur financier et ils n'ont pas détruit, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait des détournements. Parce que souvent, quand les fonctionnaires, les administratifs viennent dans une entreprise, ils viennent pour s'enrichir. Oui. Mais il dit que heureusement, ils ont continué à faire fonctionner l'usine comme elle fonctionnait. Et lui, il est en prison et il a réussi à s'échapper par des complicités. Il a sorti de... Cette histoire, c'est comme un film. Il s'est échappé et bon, il s'est exilé. Et dans son exil, il rencontre des parlementaires américains à qui il raconte son aventure. Et quelque temps après, le président en place, c'était le Buyoya, va en visite officielle aux États-Unis. Et pendant la visite officielle, il est chahuté quand il va au Sénat parce que on lui dit non, c'est pas possible. Comment un président peut, un gouvernement peut arracher son entreprise à un homme d'affaires et ils menacent. Ils font, aux États-Unis, ils ont capté le lobbying, ils font beaucoup de bruit. Et puis le gouvernement américain menace de suspendre les aides qu'ils accordaient au Burundi. Si le monsieur n'est pas libéré, bon, ils étaient même déjà, il s'est enfui. Surtout, on ne lui redonne pas sa société. Et finalement, il récupère sa société. Il me raconte ça. Et quelques années plus tard,
le Rwanda, il y a les massacres au Rwanda Oui. et le Front populaire rwandais, le parti de Kagame arrive au pouvoir. Et lui, pendant qu'il y avait ce combat-là contre le régime, il soutenait le mouvement de Kagame, l'actuel président. Et il revient au Rwanda, il dit enfin, je me voici dans mon pays. Après tant d'années d'exil, il soutient les autorités. Avec d'autres hommes d'affaires, il crée une association des hommes d'affaires. Mais quelque temps après, désaccord entre leur association et le gouvernement. Et ça crée encore des problèmes. Et le gouvernement saisit un certain nombre de ses biens. Moi, j'étais là-bas, j'étais au Rwanda, et j'ai même visité, je l'avais rencontré à l'époque, j'ai visité, il fabriquait des bottes pour les chantiers, il fabriquait, il était toujours dans les cigarettes, et il venait de créer un shopping mall, le premier shopping mall du Rwanda. Et pendant qu'il est maintenant en train de se quereller avec le gouvernement, on lui saisit ses biens. Il saisit le shopping mall, etc. Et une fois de plus, il doit s'exiler. Le voilà en exil, le gouvernement commence à l'accuser de complicité avec la rébellion, parce qu'il y a toujours une rébellion qui voulait renverser le gouvernement. Et cette fois-ci, il s'exile en Afrique du Sud, ensuite il va vivre en Suisse, etc. Donc, moi, je l'ai interviewé pour le livre. C'était même pas pour le livre, je l'avais interviewé pour le journal. Je l'avais interviewé à Dubaï. Mais à l'époque, il vivait en Suisse. Et à Lausanne, plus précisément. Et il commençait à transférer les responsabilités à ses deux fils. Et c'est comme ça que... Bon, pour te dire que les aventures de ces hommes sont très particulières. Sont très complexes. Oui. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler de cette revue, cette newsletter? Alors, mon dernier, si on peut dire, projet, et qui est tout à fait nouveau, tout récent, c'est une lettre d'information confidentielle spécialisée sur l'économie, la politique et tout, Infranews. Il s'appelle Infranews. Et le premier numéro est sorti en mars. Et donc, nous sommes en train de mettre en place une plateforme digitale qui va donner ces informations et qui sera accessible par abonnement. L'idée, c'est de donner des informations qui sont un peu comme des dessous de cartes, qui permettront aux décideurs d'être bien informés pour prendre des décisions qui vont leur permettre de réaliser de bonnes affaires et aux hommes politiques de prendre de bonnes décisions pour la population à Infranews. Merci beaucoup, Michel. Merci infiniment.